Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus que de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Tels étaient les mots d'Albert Londres. Eh bien justement, il vient de recevoir le prix Albert Londres, le prix qui depuis 1933 récompense le meilleur grand reporter de presse écrite. Et pour nous, il raconte au plus près les combats entre Daesh et la coalition. Il était à Mossoul le 19 juin dernier quand une mine a explosé et a tué 3 de nos confrères, Véronique Robert, Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad, leur fixeur. Il, c'est Samuel Forêt, 36 ans, grand reporter, envoyé spécial du Figaro. Samuel, bonjour. Bonjour. Félicitations pour ce prix prestigieux. Merci d'être notre invité de Inside les coulisses du Figaro. Ce matin, nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur votre métier et d'essayer de vous suivre et que vous nous racontiez comment on vit le grand reportage de guerre. J'ai également le plaisir de recevoir Thierry Oberlé, rédacteur en chef adjoint au service international du Figaro, qui lui aussi va souvent sur le terrain. Thierry, merci d'être notre invité. Bonjour. Bonjour. Thierry, vous signez ce matin un très beau portrait de Samuel qui a reçu ce prix hier soir, ce prestigieux 79e prix Albert Londres. Samuel, je me tourne vers vous. Il est important de rappeler quand même que la cérémonie du 79e prix Albert Londres, qui s'est déroulée hier à Paris, était dédiée à Véronique Robert, Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad. Pour autant, les débats à votre sujet n'ont pas porté sur le côté émotionnel, mais sur les qualités professionnelles. Le jury a salué, c'est important de le dire, vos reportages publiés dans le Figaro depuis l'automne 2016 et parlant de vous, je les cite, un courage et un sens du terrain évident, une justesse de regard et une écriture d'une vivacité, d'une tendresse et d'un humanisme qui vous classe, Samuel, à l'évidence, dans la lignée d'Albert Londres. Je vous propose que l'on écoute tout de suite, si vous le voulez bien, votre discours hier à la remise des prix, des images tournées par Louis Tellier. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné sur ce très long chemin qui a commencé peut-être bien avant cette bataille de Mossoul, qui a commencé peut-être il y a 6 ans avec la couverture de la révolution égyptienne, qui a commencé peut-être avant. Voilà, c'est donc un long chemin semé d'épreuves et d'embûches. Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu, ma compagne, ma famille, mes amis, mes confrères. Merci à la rédaction du Figaro qui m'a donné l'espace derrière moi pour couvrir donc, cette bataille de Mossoul, et particulièrement au service étranger, qui je crois peut s'enorgueillir de la couverture donc, de cette grande guerre contre l'État islamique. Merci à tous ceux qui, en un mot, ont rendu ce jour possible, y compris à ceux qui sont absents et à qui je pense aujourd'hui très fort. Je reçois ce prix prestigieux avec une immense fierté, une immense joie. Cette joie immense est évidemment assombrie par la mort brutale de nos 3 confrères, de nos 3 camarades, de nos 3 amis, Bakhtiar, Stéphane et Véronique. Stéphane, trop vite connu et trop tôt parti. Véronique, l'une de ces aventurières, de ces grandes dames qu'on rencontre parfois sur ces lignes de front. Et Bakhtiar, bien sûr, le camarade de cavalcade qui aimait partir avec moi parce qu'il trouvait que je lui portais chance. C'est le genre de superstition débonnaire parfois qu'on peut développer, que j'ai pu développer aussi, cette superstition de ceux qui côtoient la guerre et la mort. Il aurait été immensément fier que je remporte ce prix. Tu verras, tu as gagné, fais-moi confiance, me disait-il souvent après avoir appris que j'avais été présélectionné. Donc c'était peut-être lui qui me portait bonheur après tout. Ces morts brutales, exceptionnelles, sont aussi le quotidien de dizaines, de centaines de milliers de personnes à Mossoul, sont aussi le quotidien de centaines de milliers de personnes ailleurs, qui sont pris dans des événements très douloureux, très durs. C'est pour rendre compte, pour témoigner, pour raconter de ce quotidien brutal, exceptionnel, que nous nous sommes rendus là-bas, que je me suis rendu là-bas à Mossoul, que je me suis installé en Irak. Nous sommes conscients des risques que nous prenons. C'est pour rendre compte, témoigner
et raconter ce quotidien fait de douleurs et d'épreuves, de malheurs, de morts et de guerres, mais pas seulement, pour raconter des histoires aussi, que nous devons continuer à partir. C'est notre métier, oserais-je dire notre devoir. Merci. Très beau discours, Samuel. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où on vous a remis officiellement ce prix prestigieux ? Alors c'est très impressionnant, ça va très vite, on se retrouve très vite projeté sous les feux de la rampe. Ce qui est aussi assez fort, c'est que voilà, c'est vrai que c'est un prix très prestigieux et on le retrouve tout d'un coup entre nos mains. Et ça fait un effet c'est effectivement assez exaltant sur le moment et assez impressionnant. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct sur le Figaro Live, Figaro Facebook. Vous pouvez poser vos questions. Samuel Forêt, Thierry Oberlé vous répondront. Et dans quelques instants, nous accueillerons Jean-Baptiste Smergia qui nous parlera de ce qu'on raconte un petit peu sur les réseaux sociaux. Avant de revenir évidemment sur cette journée du 19 juin où tout a basculé, nos internautes nous ont déjà posé quelques questions. Samuel, Thierry, première question, comment et pourquoi devient-on reporter de guerre ? Ça s'est imposé, je pense. Bon, écoutez, j'ai commencé à couvrir le Moyen-Orient en 2011 avec la révolution égyptienne. Et peu à peu, on se fait emmener dans une sorte d'actualité, dans une sorte d'histoire qu'on commence à couvrir de plus en plus. Et on a envie d'aller, de voir et d'explorer, d'aller peut-être de plus en plus loin et de comprendre en fait, d'arriver, de poursuivre un chemin. Voilà, c'est un chemin que j'ai poursuivi pendant pas mal de temps. Je ne sais pas comment on devient reporter de guerre. Ça s'impose à vous petit à petit. C'est en tout cas, ça c'est venu, et bon, je crois que je m'y suis adapté assez rapidement. Thierry, vous qui êtes rédacteur en chef adjoint du service international, vous couvrez énormément la planète et en particulier l'Irak. Le service étranger du Figaro est composé de nombreux grands reporters qui partent et viennent. Je sais qu'actuellement, il y a Adrien Jaume qui est à Mossoul, que vous avez envoyé. Oui. Georges Malbruno qui revient de Raqqa. Vous avez beaucoup de grands reporters qui bougent sur notre planète ? On a un certain nombre de reporters qui vont couvrir, qui ont des spécialités, qui vont couvrir des continents, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient et bien sûr l'Amérique et l'Europe. Mais bien sûr, en ce moment, c'est le Moyen-Orient qui retient l'attention puisque c'est une marmite en effervescence depuis de nombreuses années. Et donc, on fait un effort particulier là-bas. Moi, j'y suis allé. Adrien Jaume y est actuellement. Il est actuellement à Mossoul-Ouest. Il y a un magnifique reportage ce matin dans les colonnes du Figaro. Et puis, mais ceci dit, on est assez peu nombreux. Et par exemple, Samuel est pigiste et il s'est installé de sa propre initiative avec notre soutien à Erbil, donc au Kurdistan irakien, pour couvrir spécialement cette bataille de Mossoul que lui couvre personnellement. Ça veut dire un investissement personnel énorme depuis maintenant 9 mois. Alors que nous, on vient pendant des périodes de 2 à 3 semaines. Justement, je me retourne vers vous, Samuel. Qu'est-ce qui vous anime? La passion? C'est la mission? À un moment, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Effectivement, c'est passionnant. J'ai fait le choix de couvrir cette bataille. C'était volontaire de ma part. J'ai proposé cela au Figaro donc il y a quelques mois, il y a 1 an presque maintenant. Comment ça s'est passé? Il y a 3 ans, la première fois que je mets le pied en Irak, c'est en juin 2014, c'est juste après que l'État islamique s'est emparé de Mossoul. Donc on commence à s'intéresser à une histoire, et là, tout à coup, le 17 octobre 2016, les forces irakiennes lancent la reconquête de la ville de Mossoul. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de voir, envie de documenter, envie de comprendre, envie de raconter. Voir ce quotidien, voir ces forces irakiennes qui mènent cette bataille, voir comment les civils s'en tirent, voir comment aussi ça se passe autour de Mossoul, voir comment le contrôle peu à peu se remet en place dans les périphéries de Mossoul, etc.
Alors on va tout savoir, on espère tout savoir, c'est comment vous dormez sur site, comment la vie se passe. Alors vous habitez Erbil, vous vous installez à Erbil comme vous venez de nous le dire il y a quelque temps, et vous faites la navette entre Erbil-Mossoul, Mossoul-Erbil-Paris. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à gérer, en fait, on se pose la question de comment revient-on à une vie normale quand on vit sous un tapis de bombes? Comment ça se passe? C'est des questions qui reviennent sans arrêt à votre sujet. Je vois. J'habitais à Mossoul, pardon. À Erbil. Lapsus. J'habitais donc à Erbil et en fonction des histoires ou d'actualités, soit je faisais des allers-retours quotidiens à Mossoul, soit je restais un peu dans les environs de Mossoul ou à Mossoul en fonction de l'histoire que je suivais ou du reportage sur lequel je travaillais. Donc, par exemple, si on suit des forces irakiennes, il est préférable de les suivre pendant plusieurs jours pour les accompagner, pour comprendre où elles vont, pour faciliter les accès aussi. Plus on reste avec les gens, par définition, et ça c'est une règle générale, plus il y a un lien qui se crée et plus c'est facile pour moi de choisir et de comprendre quel côté de la bataille je veux couvrir. Vous parlez arabe? Oui. D'accord, donc ça a facilité considérablement vos liens, enfin vos prises de contact sur le terrain. Ça facilite des liens. Vous savez, l'arabe, c'est une sorte de continent gigantesque, on ne parle jamais assez bien arabe. Mais l'arabe que je parlais, effectivement, aidait l'accès, surtout m'aidait à comprendre non seulement le contexte, ce qui se passait aussi autour de moi très rapidement, parce que sont toujours les mêmes mots qui reviennent, et me permettait aussi de rentrer un peu dans d'autres cadres de pensée, de rentrer un peu dans ce que ces soldats et ce que les gens en général pensaient sur ce terrain-là. Vous dites, je faisais des allers-retours quotidiens à Erbil-Mossoul. On met combien de temps aujourd'hui, la distance, et combien de temps vous mettez? Est-ce que vous êtes protégé quand vous vous déplacez comme ça de votre domicile sur un terrain de guerre? Erbil-Mossoul, c'est 70 km, c'est Paris-Fontainebleau. C'est le plus compliqué, en fait, si vous voulez, c'est de franchir il y a des checkpoints réguliers sur le chemin qui sont tenus par les différentes composantes de la société irakienne. Il va y avoir des checkpoints qui sont tenus par des Kurdes irakiens, d'autres checkpoints qui sont tenus par des milices chiites, d'autres checkpoints qui sont tenus par l'armée, d'autres checkpoints qui sont tenus par la police. Donc c'est un vrai sac de nœuds. Donc c'est très compliqué, non pas d'aller à Mossoul, de se rendre à Mossoul physiquement, c'est compliqué de pouvoir comprendre quel accès il faut avoir et quelle phase de négociation il faut entamer pour pouvoir accéder d'un point A à un point B. C'est ça finalement le plus difficile. C'est toute cette topographie, toute cette géographie que vous devez maîtriser. Alors, vous êtes sur zone, vous vivez une situation, vous allez transmettre votre papier, au Figaro en particulier. Comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, les GSM peuvent être repérés surtout par l'État islamique, pour pas qu'on vous prenne... Comment ça se passe? Non, vous savez, il y a eu quelque chose d'assez incroyable et ça c'est intéressant, sur la bataille de Mossoul et sur Mossoul en tant que ville en particulier. Mossoul, c'était une ville de 2 millions d'habitants avant sa prise par l'État islamique en 2014. Je crois qu'il y a une telle envie des habitants de Mossoul de communiquer avec l'extérieur, parce qu'ils certains ont été coupés du monde pendant 2 ans, que les compagnies de téléphone irakiennes ont tout de suite reconquis le territoire avec leurs antennes, ce qui fait qu'au bout de quelques jours, voire quelques heures, on avait un réseau 3G très bon près de Mossoul. Voilà. Oui, ça c'est important à savoir. C'est-à-dire que comme ils avaient perdu la ville, au moment de la reconquête, ils ont voulu absolument que les réseaux puissent refonctionner pour transmettre l'information au reste du monde. Voilà. Et donc du coup, c'était finalement assez facile de communiquer. Parfois, alors ça m'est arrivé de me retrouver au milieu de nulle part sans pouvoir communiquer avec notamment ma rédaction. Mais globalement, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, ça va très vite. Et c'est une région du monde où les communications vont de toute façon très très vite et sont établies presque de façon évidente pour des gens qui communiquent tout le temps. C'est très naturel, quoi. Je vous pose une question, Thierry, puisque vous avez vos correspondants à travers la planète. Vous, au sein de la rédaction, vous suivez pas à pas vos correspondants. Vous savez où ils sont sur le terrain grâce au GSM, grâce à leur position. Vous les avez quotidiennement? On les suit, en fait, c'est-à-dire que chaque fois que Samuel, par exemple, va partir, il nous prévient avant, on discute du sujet, oui, bien sûr. On donne le feu vert et on vérifie que tout est OK. Et ensuite, on est en contact avec lui régulièrement, il va nous appeler. Et donc, ce contact est permanent pour des raisons aussi de sécurité, pour pouvoir prévenir s'il y a un problème.
c'est un suivi La sécurité quotidien. est l'une des priorités quand vous discutez ensemble des sujets en disant, parce que lui est sur le terrain, vous êtes à Paris, vous avez une Oui, vision. c'est-à-dire qu'on a des discussions, mais la plupart des journalistes ou des chefs de service ou des rédacteurs en chef du service international ont une expérience de ce type de terrain. Absolument. Et donc, on parle le même langage, donc tout se fait de manière très fluide. C'est important ce que dit Thierry, c'est à Paris, quand vous discutez, vous savez que les rédacteurs en chef qui sont donc à Paris, évidemment, ont cette notion de terrain et donc vous parlez le même langage. Oui, il y a une confiance qui s'établit. On n'est pas non plus obligé, parce que parfois ça va très vite, on ne peut pas donner sa position absolument en permanence, mais il y a un contact régulier, il y a aussi des petites pratiques qu'on développe, nous, entre journalistes, d'être tout le temps en contact via les réseaux sociaux, via WhatsApp, par exemple. Il y a un groupe, par exemple, qui s'est créé. Ça, c'est important, sur lequel, on peut le signaler. Oui, oui, peuvent intervenir les journalistes de terrain qui signalent quand il y a un problème, qui vont demander une aide pour quelque chose. C'est très un réseau de solidarité en fait et d'information, on va dire. D'accord. Dans le petit monde de ces sur journalistes. Sur cette première partie de Grand Reporter, une question qui revient sans arrêt, et là je vous la pose. Est-ce que vous avez peur quand vous êtes sur le terrain comme ça par moment quand vous partez? Ça arrive. Bon. La peur vous galvanise, la peur vous... Non, comment dirais-je, il y a des avant de partir, c'est toujours un moment où on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai pris en compte ce qui va se passer, qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs, etc. Puis ensuite on évalue. C'est une constante réévaluation du risque. Voilà. Finalement la peur rentre assez peu en ligne de compte dans le sens où dans le sens où on l'apprivoise, en fait. Quand je dis peur, il y a votre métier que vous faites merveilleusement bien, avec passion, mais la peur, c'est pas le côté professionnel, c'est vous pensez à votre famille, vous pensez à vos proches dans ces cas-là, parce que vous êtes sur un terrain qui est en guerre. C'est ça qui... le commun des mortels, on se pose cette question en disant il va quelque part, et là, dans quelques instants, j'aimerais qu'on aborde cette journée du 18-19 ensemble, parce que vous avez vu de proche la mort, et donc on revient sans arrêt à ces questions. Vous évaluez évidemment professionnellement, vous avez votre rédaction, vous en discutez, vous discutez du sujet, vous êtes sur le terrain, et la peur joue quel rôle là-dedans? C'est juste ça. Disons, voilà, alors pour être plus précis, on va faire une comparaison. Par exemple, un pompier qui va aller éteindre un feu de forêt, il évalue le risque, il évalue à quel point il peut s'approcher du feu pour essayer de l'éteindre tout en gardant sa propre sécurité. Là, je pense qu'il pense à faire son travail, à aller éteindre l'incendie, et il pense à sa sécurité, garder la distance nécessaire. Garder la distance nécessaire. Je pense que là, il se concentre sur son travail, et j'ai le même sentiment quand je suis sur le terrain. Très Donc, bien. C'est à part quand, par exemple, justement, je sors de ce contrôle, quand, par exemple, imaginons un pompier à retour de flamme. Bien sûr. Quand, par exemple, on se croit dans une zone sûre et qu'il y a des tirs autour de nous ou qu'il y a un obus qui tombe à proximité, là, on se dit, il va falloir soit bouger rapidement ou il faut réévaluer. Mais en tant que tel, je pense qu'on est concentré d'abord sur notre tâche, et c'est cette concentration qui nous permet en fait de ne pas se faire envahir par la peur, qui est un sentiment qui peut être trop obsédant et qui peut faire prendre des risques. Absolument. Revenons, si vous le permettez, maintenant sur cette journée du 18 juin. Donc le 18 juin au soir, vous êtes à Erbil. Vous retrouvez Véronique Robert, Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad, votre fixeur, on en parlera dans un instant. Vous arrivez à Mossoul dans la soirée. Vous êtes sous protection de la Golden Division. Est-ce que vous pourriez nous dire qui sont ces hommes de la Golden Division dont on parle beaucoup? Ces hommes de la Golden Division c'est une unité qui a été formée après l'écroulement de l'État irakien suite à l'invasion américaine. Les bérets verts américains ont formé une unité de forces spéciales ad hoc qu'ils ont formée en Jordanie. On voit d'ailleurs des images allez-y, mais on voit des images au moment où vous nous parlez. Qu'ils ont constitué peu à peu, qu'ils ont renforcé, qu'ils ont formé, qu'ils ont accompagné pendant 10 ans dans les nombreux micro-conflits que subit l'Irak, dans les guerres civiles, etc.
Ces forces spéciales, ces unités d'élite qui sont très bien formées, qui sont parmi les meilleures du Moyen-Orient, ont été le fer de lance, je dirais même l'airain du fer de lance de la reconquête de Mossoul. C'est eux qui ouvraient, avec d'autres unités spéciales, mais c'est eux qui ouvraient le passage. Et puis ensuite, c'était les forces régulières qui avançaient derrière pour l'occupation du territoire. Voilà, mais c'était elle qui faisait le coup de feu, qui faisait le coup de main, Oui, on a vu des images qui avançait maison par maison. Ils avancent maison par maison, on va y revenir. Donc, vous êtes à Mossoul le soir. Je rappelle juste pour les internautes qui nous suivent que Mossoul est à 95% contrôlé aujourd'hui par l'armée irakienne. Donc, vous arrivez dans la partie orientale de la ville. Est-ce que la vie a repris ou reprend un tout petit peu ? Très très vite. La vie reprend très très vite. C'est à peu près ce que je disais à propos des réseaux téléphoniques qui se remettent en place. Très vite, il y a une résilience incroyable des Mossouliotes qui rouvrent leurs échoppes, qui réparent leurs voitures, qui réparent les routes, qui se remettent en marche, et d'autant plus fort qu'ils ont subi 2 ans d'occupation d'un système totalitaire qui tendait à tout contrôler. D'accord. Thierry, à chaque fois que vous allez en Irak, vous voyez aussi la vie reprendre comme ça. Vous êtes, quand vous arrivez de France, il vous est arrivé d'être dans des situations où vous dites tiens, c'est quand même, c'est un peu particulier. Oui, bien sûr, parce que dès qu'on arrive, par exemple, à Mossoul-Ouest, on a déjà ce paysage qui est vraiment dantesque. Ouais. Avec ces zones bombardées, ces immeubles effondrés, ces voitures en travers la route, ces routes défoncées. Et on a l'impression d'être un peu dans Mad Max. Une situation donc, que vous avez vécue. Plus on avance vers la ligne de front, plus il y a un mélange de non-vie et de vie qui reprend, avec des gens qui commencent à sortir de leur maison, commencent à nettoyer. Et il y a un peu une sorte de no man's land, enfin une sorte de zone particulière entre la ligne de front et puis l'arrière où la vie a vraiment repris. Et dans ces endroits, il y a par exemple des gens qui commencent à monter un petit restaurant avec une terrasse. On s'est bien, par exemple, retrouvé avec mon fixeur, voilà. à se dire tiens, on va déjeuner, manger un morceau de pizza voilà. au bord de la route sur cette terrasse. Et on voyait, il y avait quelques clients qui avaient encore le look de l'époque précédente, c'est-à-dire le pantacourt, des barbes. Puis à un moment, on entend une explosion à 1 kilomètre, une fumée blanche en forme de champignon. C'est caractéristique d'un kamikaze qui venait de se faire sauter. Et on se dit que peut-être, quand même, ce n'est pas l'endroit idéal pour manger une pizza sur une terrasse. Oui. Et puis on a pris nos pizzas, on est allé manger ailleurs. Samuel, je reviens vers vous. Quand vous disiez, c'est important de le préciser, quand il y a une fumée blanche, ça veut dire que c'est un kamikaze qui s'est fait exploser, parce que c'est dans la composition de leurs engins explosifs ou... Surtout une affaire de poussière et oui, une affaire de poussière. Il y a plusieurs types d'explosions. On apprend à les identifier par leur puissance, par la forme effectivement du chapelet de poudre et de fumée qui se soulève. Donc il y a les frappes aériennes, il y a les tirs d'artillerie. Les frappes aériennes, c'est très impressionnant, on entend un sifflement et puis tout d'un coup une sorte d'éclatement, le sol tremble, l'air vacille, c'est très, 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 très puissant. Alors revenons à cette soirée du 18, donc vous dormez pas très loin donc, de la ligne de front, on arrive à dormir comme ça quand vous dormez où, comment ça se passe? Alors, on arrive à bien dormir la plupart du temps. En fait, c'est plus une question encore une fois, de savoir ce qu'on va faire le lendemain, qu'est-ce qui occupe l'esprit, plutôt que les bruits, plutôt que la mitraille, etc. Donc en fait, on s'habitue. De toute façon, on s'habitue très très vite et on s'habitue très très vite au bruit, au canon qui tonne ou au bruit d'armes à feu. On dort dans des maisons réquisitionnées par l'armée et aménagées par l'armée. Donc on va dormir sur des vieux canapés, on va dormir sur des matelas un peu miteux, on va dormir parfois dans des maisons qui ont été très bien aménagées parce qu'on est tombé sur un colonel maniaque qui aime bien l'ordre. Il y en a qui s'en moquent. Ça dépend en fait, voilà. Mais la plupart du temps, c'est dans des maisons moussouliotes. Vous arrivez à vous reposer tout de même?
Bon, de toute façon, il le faut, hein, il le faut, mais c'est assez prenant. Les voisins sont bruyants. Et C'est-à-dire que les bombardements sont très proches. C'est ça, c'est permanent. Ça commence à 4 h du matin et Alors, ça tonne. C'est bien ce que vous dites, Thierry, parce que donc à l'aube, vous quittez votre repère, escorté, là vous le disiez, escorté par une escouade du 36e bataillon, qui est donc cette élite. Vous êtes à pied, vous avancez mètre par mètre. Vous étiez non plus à ce moment-là près des combats, mais dans les combats à Mossoul. Vous savez que cette topographie quand même est idéale pour les snipers. Vous n'êtes pas une tête brûlée, on vous entend, on vous voit. Mais pourtant, vous savez que vous risquez votre vie à n'importe quel moment, à cet instant précis. Oui, on en a conscience, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Personne ne veut mourir pour un article, personne ne veut mourir pour une photo, mais on a conscience que ça peut arriver. Et donc, je pense qu'on vit avec ça. Et pourquoi vous le faites, puisque vous le savez, Samuel? C'est pour faire notre métier. Je ne vois pas comment répondre autrement. Non, mais c'est ma question, c'est votre réponse. Et c'est ça qui... Voilà, il y a une situation en mouvement. On fait évidemment attention. On n'a pas du tout envie de se jeter sous le feu des snipers. Et quand il y a un endroit qui ne nous paraît pas sécurisé, a priori, on n'avance pas. Alors, vous atteignez l'école, oui. L'école de jeunes filles, qui est à quelques centaines de mètres seulement de la vieille ville. L'attaque commence, il est 7 h du matin. Les djihadistes ripostent, la coalition frappe, les djihadistes ripostent. Ça va durer pendant 4 heures. Pendant 4 heures, donc, vous êtes dans cette école. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il autour de vous? De quoi parle-t-on quand on est frappé en permanence comme ça par des obus? Vous êtes la cible parce qu'ils savent que vous êtes là. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on raconte, Samuel, pendant 4 heures? Qu'est-ce qu'on vit? À quoi on pense? On écrit. Quand on est journaliste de presse écrite, on va essayer de comprendre la situation. Donc on va essayer de voir les différents postes d'observation où sont situés les djihadistes, comment se déplacent les unités sur le terrain. Donc on essaie de comprendre. Puis quand on s'ennuie un peu, parce que ça arrive toujours, on papote, on essaye de manger quand on trouve le temps. On s'habitue à subir ce feu. On peut dormir aussi, on peut faire une sieste. Voilà, en fait, finalement, on s'habitue aussi à cette tension. Chaos. Je dirais pas que c'est un chaos parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vivent encore dans cet espace-là et qui s'y adaptent. Est-ce que c'est là que vous avez lié une relation plus proche avec le photographe reporter d'images Oui, effectivement. Donc là, j'avais fait sa connaissance la veille de. J'ai fait à Erbil, la veille effectivement de Stéphane Villeneuve. Et c'était, on lit assez rapidement connaissance parce que ça va plus vite d'une certaine manière. On n'est pas là en train de découvrir le feu ou je ne sais quoi, puisque lui c'était un reporter expérimenté. Donc en fait, lui, il était très curieux de savoir ce qu'était Mossoul, comment ça se passait à Mossoul. Voilà, j'ai essayé de répondre au mieux à ces questions. Au bout de 4 heures de feu, l'armée, le 36e bataillon, vous donne l'autorisation de sortir et d'avancer un peu plus vers la vieille ville. Vous les suivez en 2 équipes. Vous êtes en première ligne. Vous avancez, puis d'un seul coup, vous avez décidé, tous les 4, de faire demi-tour. Il y avait Véronique, Stéphane et Bakhtiar, votre fixeur. Vous décidez de faire demi-tour à ce moment-là, à un moment précis. Pourquoi? Pourquoi là? Alors, on n'était pas en première ligne. On était les soldats, pendant les 4 heures d'échange de coups de feu, et donc voilà, les soldats américains avaient créé une sorte de bulle devant eux. Ce qu'ils nous ont proposé, donc une zone a priori sous contrôle, dans laquelle ils peuvent se déplacer et dans laquelle ils nous ont proposé d'avancer pour voir à quoi ressemblait la vieille ville. Voilà, c'était parmi les premiers pas que des journalistes occidentaux faisaient dans la vieille ville. Et c'est comment la vieille ville là à ce moment-là? Là pour le coup c'est le chaos.
Ça, pour le coup, c'est le chaos. C'est effectivement, il y a un effet de catastrophe naturelle, de multiplication de catastrophes naturelles, comme si un géant furieux s'était déchaîné sur la ville. Adrien Jaume, ce matin, écrivait c'est un mélange de tremblements de terre et de pluie de météorites. Oui, Thierry, vous faites bien de le préciser. Évidemment, tous les articles sont sur le Figaro.fr et vous pouvez les relire, ceux de Samuel, ceux d'Adrien qui est actuellement à Mossoul Ouest, ou encore comme Georges Malbruno qui rentre tout juste de Raqqa en Syrie. Donc c'est dantesque. Et là, vous décidez de faire machine arrière à un moment. Voilà, donc on est dans cette bulle, on approche des limites de cette bulle. On avait vu à quoi ressemblait la vieille ville, on comprenait mieux la complexité de cette bataille. Donc pour nous, ça nous permettait d'écrire en rentrant ou de documenter en rentrant. Voilà ce qu'est la vieille ville. Ça va être très compliqué, on n'a encore rien vu de tel. Voilà ce que je m'apprêtais à écrire pour les lecteurs du Figaro. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin, on ne veut pas aller en première ligne. Ce n'est pas notre objectif de la journée. On ne veut pas voir les soldats se battre, on voulait voir à quoi ressemblait la ville. Voilà. Donc là, vous faites demi-tour et je cite un extrait de votre article publié dans le Figaro du 29 juin parce que c'est là où tout a basculé. Je vous lis, Samuel, « Nous remontons le chemin, une maison après l'autre, en communiquant nos positions aux soldats irakiens. Dernière maison, le mur de l'école, ensuite la cour. Elle est exposée au feu des snipers, il faut s'abriter derrière une guérite accolée à l'atrium. Des soldats irakiens sont derrière, à l'abri dans le hall de cette école, où nous avions passé la matinée. Ils nous saluent, un trou a été percé dans le mur de la guérite, devant un tapis de pierre. Je pénètre dans la guérite par cette ouverture. Bakhtiar dit « Attention Samu, c'est peut-être miné » et le monde éclate. C'est votre article, c'est une partie de votre article, extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Qu'est-ce que vous gardez de cet instant, Samuel ? Le monde éclate. Le monde éclate. Vous êtes, vous, à ce moment-là, autour de vous, au sol, Véronique, Stéphane et Bakhtiar, vous comprenez tout de suite qu'eux sont très lourdement touchés par rapport à vous ? Oui, ils sont à terre, inconscients. Donc, ce que vont dire, par exemple, des infirmiers, c'est qu'un patient qui peut marcher, même s'il est touché, même s'il saigne, c'est un patient qui est vert. Un patient qui est inconscient et qu'il faut porter, c'est un patient qui est rouge. Donc là, ils étaient clairement rouges. Tous les trois sont morts dans les heures ou les jours qui ont suivi. Vous arrivez, vous, au premier poste de secours. Un infirmier vous dit « Calme-toi, tu as trompé la mort aujourd'hui ». Vous considérez-vous aujourd'hui, donc, Samuel, comme un miraculé ? Je ne me considère ni comme un survivant, ni comme un miraculé. De fait, j'ai survécu et j'ai une chance immense. Mais je ne me considère pas rentrer dans une nouvelle catégorie d'être humain ou je ne sais quoi. J'ai survécu. La question que l'on peut se poser à ce moment-là, est-ce que ce que vous avez vécu ce jour-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le vivre ? Bien sûr que non. Et comme je vous ai dit, ça ne vaut pas le coup de mourir pour un article. Ça ne vaut évidemment pas le coup de mourir pour un article. Il ne faut pas. L'idée, c'est de ne pas. On ne veut pas ça. On n'est pas à la recherche du risque. On n'est pas à la recherche de l'adrénaline. Alors bien sûr, ça fait. Il y a des moments d'excitation avec l'approche du danger, comme peut y en avoir dans d'autres dimensions, dans des sports extrêmes, etc. Et surtout ce jour-là, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit. D'accord. Et vous allez repartir ? Bien sûr. Pas tout de suite. Pas tout de suite, je comprends. Parlons de Bakhtiar Haddad, votre fixeur, parce que c'est important. Thierry, vous avez écrit d'ailleurs un très bel hommage le 21 juin dans le Figaro qu'on peut relire dans nos pages. Je vous pose la question à tous les deux parce que qu'est-ce qu'un fixeur, Thierry, Samuel ? C'est quoi un fixeur ? Alors, un fixeur, c'est quelqu'un qu'on va rencontrer sur le terrain, qui a un très bon carnet d'adresses, une très bonne connaissance, qui a un esprit pratique, qui connaît beaucoup de monde, qui a une bonne voiture et qui parle le français ou l'anglais pour traduire. Parce c'est que sans lui, vos yeux, vos oreilles. Voilà, c'est ça.
Et sinon, on n'a pas de bande-son. On est uniquement là, on a juste un regard et on n'a pas la bande-son. Et donc, ce fixeur, il a aussi pour mission de nous amener, de franchir tous ces checkpoints. Ouais, dont parlait Samuel, oui. Parce que c'est assez compliqué, il faut être assez ingénieux, très malin, parfois un peu voyou. Et c'est lui aussi qui va nous accompagner jusque sur les lignes de front et qui devient, très souvent, ça devient des camarades, bien sûr. Ouais, justement, ce que vous disiez, le fait d'habiter Erbil, d'être là-bas, ça crée forcément des relations de grande complicité. Oui, il y a des collègues de travail avec lesquels on noue des liens d'amitié. Donc voilà, il y a des liens d'amitié qui se nouent quand on vit des événements forts. Voilà, en l'occurrence avec Bakhtiar, c'est vrai qu'on avait développé surtout ces derniers mois, quand j'ai beaucoup couvert la bataille de Mossoul-Ouest, des liens très forts parce qu'on avait une très grande complicité, une très grande facilité à travailler tous les deux. Donc ça avançait très rapidement, voilà, et c'était assez simple, donc ça se passait bien. Ben, c'est super. Et vous l'écrivez très bien dans vos reportages, et Thierry, quand vous en avez parlé. Juste avant que l'on discute avec Jean-Baptiste, puisque vous étiez avec tous nos internautes qui nous suivent et vous allez nous dire ce qui se passe. Et il y en a, et ben c'est tant mieux. J'ai juste une petite question à tous les deux. Comment vous expliquez que vous étiez au cœur de la vieille ville qui n'est toujours pas tombée, Mossoul n'est toujours pas tombée complètement. Comment vous expliquez que seulement des centaines de combattants de l'État islamique, encerclés par une armée irakienne supérieure, équipée, blindée, appuyée par la puissante coalition internationale, tiennent toujours? Essayer de reprendre un labyrinthe absolument illisible, tenu par des combattants qui sont prêts à mourir. La bataille de Monte Cassino a duré des semaines. Ouais. Ce sont des choses, malheureusement, qu'on a déjà vues quand on a des combattants déterminés. C'est une tâche très difficile que de leur reprendre le territoire. Mètre après mètre, là on dit aujourd'hui, en lisant les papiers du Figaro, 400 mètres de long, c'est une toute petite poche. Oui, c'est une petite poche, et puis ces combattants qui sont très déterminés, prêts à mourir et d'une certaine manière assez courageux, utilisent aussi des armes assez vicieuses, comme les mines qu'ils ont placées partout. Alors lorsque il n'y a plus de rue, il n'y a plus de maison, juste un enchevêtrement, ça devient extrêmement périlleux pour les soldats pour avancer. Et puis il y a aussi cet usage des femmes et des avant enfants. C'était des voitures piégées, mais là maintenant, puisque c'est à pied, ce sont des kamikazes qui sont souvent des gamins. Qui vont se faire exploser. C'est une arme redoutable lorsque un kamikaze arrive. Jean-Baptiste, alors comment réagissent nos internautes? Nos internautes sont très positifs, Samuel Fauré. Félicitations, la plupart de nos internautes vous félicitent. Voilà un homme qui fait honneur à sa profession, dit E égale MC2. Ils ont tous des pseudonymes un peu rigolos. Dédé, félicitations, respect, un prix prestigieux et mérité, quel talent. Bravo, continuez. Beaucoup d'éloges sur Twitter aussi. Une question de Renaud qui vous dit qui vous demande, c'est pas mal de questions techniques, il vous demande quand est-ce que vous écrivez, quels sont vos moments de sécurité, est-ce que vous écrivez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur un iPad peut-être? Non, j'écris pas sur le téléphone, où j'essaie d'éviter parce que ça consomme de la batterie. Je vais garder le maximum de batterie pour rester en communication avec l'extérieur. Le téléphone est un outil de sécurité comme un autre. C'est aussi un outil de repérage. On peut télécharger des fonds de cartes sur les téléphones pour se localiser exactement, savoir où on est. Non, puis moi j'aime bien écrire, j'aime bien mon carnet, c'est comme ça que... Vous écrivez sur votre carnet. Voilà, et donc minute après minute, j'écris ce qui se passe, quand je peux. Bien sûr, quand je cours ou je ne sais quoi, je ne peux pas écrire. Mais en faisant... c'est une méthode que j'ai développée peu à peu, en tenant un déroulé précis des événements. C'est comme ça qu'après on peut revenir et écrire de plus en plus facilement, éviter de rendre ses papiers en retard, ce que la rédaction visiblement n'apprécie pas trop, et ça a été mon défaut à certains moments donnés. Justement, est-ce que vous avez des ordinateurs spéciaux ou un équipement spécial, crypté? Parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des espionnages par exemple, qui sont possibles. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend un peu spontanément, à savoir comment crypter ses communications. Il y a pas mal de logiciels qui existent et les internautes sont bien au courant. Tout simplement WhatsApp, c'est très efficace et ça fonctionne très bien en Irak.
Le matériel, on le protège comme on peut. C'est pas forcément utile. J'ai jamais éprouvé le besoin d'avoir un ordinateur surprotégé. Puis quand vraiment, ça dépend. Moi, je préfère éviter de partir en reportage avec mon ordinateur. Je préfère le laisser à l'arrière. Bon, si je dois y aller, il est protégé dans mon sac et j'espère qu'il n'y a rien qui tombera dessus. Question de Nas, comment faites-vous sur place pour rendre compte de ce qui est vrai? Alors effectivement, vous allez sur le terrain, vous le voyez de vos propres yeux, mais en termes de sources, est-ce qu'on peut croire tout le monde? Est-ce qu'il faut savoir, je suppose, savoir remettre en exergue, par exemple, par rapport au sujet, aux personnes qui vos sources? Je vais donner un exemple. Allez Thierry, un exemple. Mossoul, il y a plusieurs ponts. Ouais. L'armée irakienne annonce qu'elle a repris le premier pont de Mossoul-Ouest, entre les deux berges. Ouais. Le Tigre, ouais. au passage Mais du seulement, dans les périodes de guerre, la première victime, c'est la vérité. Donc eux, ils vont annoncer la reprise de ce pont. Mais en fait, il faut aller sur place, et plus on se rapproche, et on arrive au pont, et on se découvre que le pont, il n'est pas repris, ils sont juste devant le pont. Et on est obligé de tous ces petits détails, de les vérifier, et c'est là où c'est un travail très méticuleux. Très méticuleux pour... Une autre question pour Samuel, et puis après j'aimerais qu'on parle de l'Irak Nord et des Yézidis avec Thierry. Une dernière question un peu plus personnelle, on sait que vous vivez depuis 3 ans en Irak. Comment peut-on avoir une vie de famille? Vous demande Marlène. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. On tient bon. On est aussi porté par la passion de ce métier, ce qui fait que ça a tendance un peu à tout occuper. Donc, les militaires sont mariés avec l'armée, les journalistes sont mariés avec leur... Non, je ne suis pas marié. Les journalistes sont mariés avec leur métier, où j'ai pu être, je sais pas, on peut considérer que j'ai pu être marié avec cette bataille de Mossoul d'une certaine manière. Mais on essaie de trouver un espace au maximum parce que c'est, je pense, important de ne pas d'avoir une vie personnelle et sentimentale. Ça permet aussi de garder une encre avec un quotidien un peu plus normal. Alors justement, Samuel, est-ce que demain, est-ce qu'on peut être marié, avoir des enfants et être grand reporter de guerre? Oui, je pense que ça arrive. Alors ça, Thierry saura mieux que moi. Oui, bien sûr. Enfin, j'espère. Oui, non, mais c'est une question quand on voit ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est pour ça. Après, chacun, c'est une décision personnelle. Bien sûr. Ça dépend de décision aussi de sa femme, redonnais de par ses rapport à enfants. l'apport. Oui, bien sûr. Voilà, on se met d'accord. C'est un espace et de s'il n'y a négociation. pas d'accord... C'est un espace de négociation, comme voilà. dit Samuel. Voilà. Thierry. Oui. On va juste un tout petit peu bouger, quitter Mossoul quelques instants pour aller dans le nord de l'Irak, puisque vous en revenez. Vous avez publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle Jinan avec esclaves de Daesh. Très très beau bouquin, remarqué, où vous faites parler ces femmes esclaves de Daesh. Vous rentrez justement d'un camp yézidi. Vous avez revu certaines femmes que vous aviez contactées pour ce premier ouvrage? Non, ce sont pas les mêmes. Enfin, dans l'ouvrage, en fait, c'est l'histoire de Jinan, qui est une jeune fille de 20 ans qui a été prisonnière pendant plusieurs mois de Daesh, et c'était un peu le premier témoignage à visage découvert de ce qui s'est vraiment déroulé pour ces milliers de femmes enlevées, séquestrées, violées, torturées, souvent avec leurs enfants, qui ont assisté à des scènes terribles et qui sont marquées à vie. C'était il y a 2 ans, et là j'ai voulu revenir pour justement voir où était un peu cette histoire, parce que depuis, il y a d'autres femmes. J'en ai rencontré une dans mon reportage qui était sortie de Mossoul au mois de décembre avec sa fille. Et c'est des témoignages, cette fois-ci, sur la durée où apparaît la dimension très psychopathe des gens de l'État islamique qui traitaient ces femmes comme des esclaves et des yézidis comme des sous-hommes. Mais pourquoi les yézidis sont vraiment la cible de Daesh alors? Les yézidis sont la cible de Daesh parce que l'État islamique considère qu'ils n'appartiennent pas aux religions du livre, et donc que ce sont des mécréants et qu'il faut les faire disparaître de la surface de la planète. Alors, voilà, c'est ça l'idée totalitaire de Daesh. Évidemment, j'ai lu votre livre qui est
très émouvant. On se pose quand même une question, parce que vous le disiez à l'instant, vous vérifiez tout, chaque mètre, pour savoir si c'est vrai. On se pose ces questions, ces femmes qui vous avez parlé, qui ont témoigné. Là encore, vous avez recoupé les informations. Comment une femme, comment vous avez créé ces liens, Thierry ? C'est-à-dire que le problème se pose à l'envers avec ces femmes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de voir si ce qu'elles vont raconter est vrai, mais de réussir à les faire parler. D'accord. Parce qu'il y a une sorte de tabou qui entoure ce qui leur arrive, qui est un tabou culturel, c'est-à-dire que les Yézidis ont été massacrés, hein, c'est pas la première fois, mais peut-être pas jamais avec une intensité pareille. Et ces femmes, en fait, n'avaient que le choix jusqu'à présent que entre le suicide ou alors l'exclusion de leur groupe. De leur groupe, oui. Et là, ça a un peu changé parce que... Mais comment vous savez que ces femmes, ce qu'elles vous racontent, c'est vrai? Il y a un processus, elles sont recueillies par des ONG, puis comment ça se passe? Avant qu'elles vous rencontrent, Thierry, c'est ça? Déjà, lorsque elles arrivent à s'échapper, ou alors elles sont rachetées contre des rançons. Et ensuite, elles passent par des hôpitaux et des bureaux de l'administration du Kurdistan irakien, où leur témoignage est enregistré, vérifié, pour éventuellement lancer des poursuites judiciaires. Il y a beaucoup de spécialistes du droit qui aussi sont en train d'enquêter sur ces questions. Et en fait, les témoignages sont en général validés. Il y a un maillage. Par ailleurs, il y a ce maillage. Et par ailleurs, maintenant, il y a aussi le maillage qui est fait par des ONG, comme Eliscar, par exemple, d'Élise Bogossian, qui entendent ces femmes avec des psychologues pour les aider, pour essayer de les reconstruire lorsque c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Et bien entendu, ces professionnels checkent les témoignages. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait mon sujet qui est paru récemment dans le Figaro, en fait, les femmes qui m'ont parlé avec leurs enfants à leur côté étaient des femmes dont j'avais parlé avec Élise Bogossian, qui essayait de sélectionner les témoignages les plus intéressants. Et comment elle se confie? Comment vous arriviez à trouver? Vous me disiez... C'est-à-dire, moi, je fais ça avec, qu'il s'agisse de livres ou alors de ce reportage, avec mon fixeur qui s'appelle Saïd Mahmoud. Et on avait déjà travaillé ensemble sur le livre. Donc on a une certaine pratique du questionnement et de les amener, de créer un climat de confiance qui les amène à se livrer et à nous raconter les choses telles qu'elles sont, dans toute leur horreur. Thierry, merci beaucoup. Évidemment, je recommande la lecture de votre ouvrage paru donc chez Fayard, Jinan, esclave de Daesh. On sait à peu près combien encore de femmes sont retenues aux mains de Daesh, que ce soit à Raqqa, Mossoul ou... Il doit en rester des centaines, sans doute un millier, avec des enfants qui vivent des situations vraiment dramatiques. Le temps nous est un petit peu compté, mais Samuel et Thierry, je voudrais juste... En guise de conclusion, la bataille de Mossoul, Raqqa, est-ce que ce seront des sanctuaires de Daesh ou absolument pas? Alors, sur le plan militaire, la force militaire de Daesh, de l'État islamique, va être considérablement réduite dans les mois à venir, en Irak au moins. Après la reprise de Mossoul, après la reprise des autres villes qui sont encore aux mains de Daesh aujourd'hui en Irak. L'organisation peut aussi retourner dans la clandestinité et continuer et reprendre son travail de maillage territorial très patient qui lui avait permis de s'emparer d'un territoire qui était à l'époque grand comme la Grande-Bretagne, en quelques mois. Il va falloir un travail de longue haleine, non seulement aux forces irakiennes, mais aussi aux forces de police, pour contrôler et reprendre ce maillage territorial. Malheureusement, il y a souvent des abus qui sont commis. Donc,
l'insurrection sunnite sur laquelle se nourrit cette sorte de colère sunnite sur laquelle se nourrit l'État islamique ne risque pas de s'éteindre tout de suite, n'a pas de raison en fait de s'éteindre tout de suite, parce que les sunnites se sentent d'une certaine façon en état d'occupation dans leur propre pays. Vous nous avez dit tout à l'heure, Samuel, évidemment, que vous retourneriez sur le terrain, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire là? Je vais partir en vacances pendant 2 mois. 2 mois, vous reposez? Voilà. D'accord, très bien. Je rappelle, Samuel Fauré, que vous êtes lauréat du prix Albert Londres 2017, qui vous a été remis hier, que nous lisons toujours avec beaucoup d'émotion vos articles pour nous raconter cette guerre en Irak et particulièrement la bataille de Mossoul. Merci vraiment d'être venu parmi nous pour avoir répondu à nos questions et aux questions des internautes. Merci. Thierry, je me tourne vers vous. Merci beaucoup. On se retrouve très vite, évidemment, pour parler avec le service international. C'est toujours très intéressant. Je rappelle votre livre « Jihan, esclave de Daesh » chez Fayard, à lire absolument, parce que c'est de très beaux témoignages. Tous les articles du Figaro dans la partie internationale sont à lire et à relire pour comprendre ce qui se passe en Irak, en Syrie, avec nos correspondants qui sont toujours sur le terrain. Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être venu et nous avoir dit ce qui s'était passé. Plein de questions, bravo aux internautes. Bravo aux internautes. D'intérêt. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Inside, les coulisses du Figaro.